Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés. Nous sommes en 2020, dans un monde dont les règles ont radicalement changé, brusquement, ravagé par un virus que l'on ne connaissait pas encore il y a de cela quelques semaines. Cette histoire est celle d'un couple parmi tant d'autres tentant de survivre dans ce monde touché par la maladie. Bienvenue dans cet épisode d'une chronique story intitulée J+45. Déjà 45 jours que nous sommes enfermés, Vanessa et moi, confinés dans notre petit 2 pièces à tourner en rond toute la journée. Même plus envie de regarder la télévision qui nous diffuse que des informations frelatées. Des informations que plus personne n'ose croire. On nous annonce que depuis le début de la guerre, plus de la moitié de la population mondiale a été rayée de la carte. Doit-on encore faire confiance à ces journalistes qui propagent des informations reçues du gouvernement de crise ? Car, vous l'aurez compris, nous sommes en crise. Une crise humaine et économique à la fois. La faute à qui ? À cet ennemi invisible, ce tueur en série qui distille son poison mortel à travers la planète. Son nom, coronavirus SARS-CoV-2, ou si vous préférez Covid-19. Tout avait démarré en Chine centrale, dans la ville de Wuhan, dès les mois de novembre et décembre 2019. Les gens toussaient, avaient une forte fièvre et des maux de tête. Personne ne s'affola dans un premier temps, persuadé qu'ils avaient attrapé une grippe saisonnière. Ils avaient rencontré le pire des combattants, un tueur invisible, insaisissable. Il infestait un passant qui à son tour transmettait la maladie à ses connaissances rien qu'en leur disant bonjour. Le seul combattant au monde à se déplacer dans le corps de ses ennemis. Il était bien trop tard lorsque le gouvernement chinois se rendit compte de la dangerosité de son adversaire. Des mesures radicales furent prises, mais hélas, le virus s'était déjà propagé à travers la planète en semant la désolation partout où il passait. L'Italie fut à son tour envahie et détruite, puis vinrent l'Espagne et ensuite la France. Le gouvernement français fit preuve d'autorité. Il invita la population à rester chez soi, à ne sortir sous aucun prétexte, mais l'incita à aller voter pour les élections municipales, affirmant qu'il n'y avait aucun risque puisque des mesures avaient été prises. On vit le résultat quelques semaines plus tard. Des conseillers municipaux, des maires, des adjoints, du personnel de mairie, des électeurs moururent par centaines. Alors, nos dirigeants annoncèrent qu'on était en guerre. L'armée et la police patrouillaient, distribuant des amendes aux abrutis qui continuaient à se promener en ville au risque de tuer encore plus de personnes. Puis le pays entier fut confiné, les avions cloués au sol, les trains, bus et tout moyen de transport interdits de circulation. Après, ce fut à la populace de rester cloîtrée, le couvre-feu fut proclamé, la loi martiale appliquée. Tout contrevenant était abattu sans distinction de sexe ou d'âge. Le gouvernement ne fit aucun sentiment. Les militaires tiraient sans hésiter sur les personnes qui sortaient dans la rue. Les chiens n'eurent plus le droit d'aller faire leurs besoins, même en bas de chez eux. Les poubelles n'étaient plus ramassées, les grandes surfaces fermées. On devait rester confiné à domicile et vivre sur nos réserves. Un système de réapprovisionnement fut mis en place sur Internet. Une fois tous les 15 jours, on devait remplir une liste de produits nécessaires à notre survie. L'État récupérait notre demande, vérifiait l'authenticité de nos besoins, et l'armée nous livrait un colis qu'elle déposait devant notre porte. Nous avions 30 secondes pour le récupérer. Passé ce laps de temps, un soldat balançait une rafale de fusils mitrailleurs de notre direction. On était au 45e jour de confinement. J'entends Vanessa gémir dans la pièce à côté. Je suis sur internet à tenter de remplir ma demande de provision. Je soupire et lâche ma souris. Je sais ce que je vais trouver. Elle, si robuste d'habitude, se tordant de douleur sur le canapé. Les genoux repliés sur la poitrine en position fétale, Vanessa pleure tellement elle souffre. « Qu'as-tu encore ?» je demande, sachant déjà ce qu'elle va me répondre. D'une voix hachée par la douleur, elle dit « Mal au bide. » « Respire lentement, ça va passer. Tu veux un peu d'eau ?» tentai-je de la rassurer. Vanessa secoue négativement la tête. Je sais ce qui la torture. Elle a faim, tout comme moi. Ça fait presque 2 semaines que nous n'avons plus rien à manger. Inconscient, au début de cette guerre, je n'ai pas pris le temps de faire des courses au supermarché du coin, préférant tenter ma chance au poker en ligne. Le peu d'argent qu'il me reste de ma dernière indemnité de chômage y est passé. Et depuis 5 jours, je rame sur le net pour remplir cette putain de liste de courses. Il faut dire que je suis nul en informatique et que Vanessa ne peut guère m'aider. Elle est devenue aveugle à la suite d'une maladie que les médecins ont tardé à diagnostiquer. Donc, pas question qu'elle tape sur le clavier pour m'aider, d'autant qu'avec ses doigts déformés par l'arthrose, elle ne peut en aucun cas tenir la souris. Les placards et le frigo sont vides, les dernières boîtes de conserve sont raclées et rincées pour récupérer la moindre parcelle d'eau colorée. Je ne sais plus quoi faire. Le pire, c'est que lorsque je mets le nez à la fenêtre durant les 2 minutes hebdomadaires autorisées, j'aperçois dans le champ en face de notre immeuble des pissenlits et des champignons qui poussent à foison, semblant nous narguer
largués alors que nous crevons de faim. L'avant-veille, j'ai arraché les semelles d'une vieille paire de chaussures qui ne servaient plus à rien puisqu'il est interdit de mettre les pieds dans la rue et je les ai fait bouillir espérant les ramollir et pouvoir les manger. C'était infect. Nous avons quand même ingurgité le bouillon de cuisson que j'avais aromatisé avec quelques gouttes de jus de citron, récupéré en pressant un ancien rince-doigt dilué d'un peu d'eau. Ce n'était pas très bon et c'est quelques heures plus tard que Vanessa a commencé à se tordre de douleur. « Tiens, bois quand même ça !» lui dis-je en lui tenant un verre. Vanessa avale le liquide et fait la grimace. Dégueulasse. Qu'est-ce que t'as mis dedans? Rien, juste de l'huile d'olive et un peu de bicarbonate de soude. Tu veux me tuer? Non ma chérie, tu sais très bien que jamais je ne ferai une chose pareille. Je t'aime trop. Si tu m'aimes autant que tu le dis, trouve-moi quelque chose à manger. Vanessa se retourne sur le côté et ses gémissements reprennent. J'attrape mon pistolet à plomb et descends à la cave. J'essaie de faire le moins de bruit possible. Depuis quelques jours, il me semble avoir entendu des grattements dans une cloison en plaque-au-plâtre et je me suis dit que c'est probablement des souris qui cherchent quelque chose à grignoter. Je me planque à proximité d'un trou que j'aperçois dans la cloison. Le bruit vient de là. Je mets un plomb dans mon pistolet et arme le chien. J'attends longtemps avant qu'une tête apparaisse. Je vise soigneusement et tire. Le projectile traverse la tête et je me précipite pour récupérer ma proie. Surpris, je recule d'un pas. Ce n'est pas une souris comme je l'avais imaginé. Une tête ovale, un œil rond de chaque côté de la tête, un corps oblong recouvert d'écailles se terminant par une queue fine. Je viens de tuer une couleuvre. Certes, pas une très grosse, mais sa viande nous permettra de survivre le temps que j'envoie ma demande d'aide au gouvernement. Je gravis les marches 4 à 4 en hurlant. « Vanessa, on est sauvés. J'ai trouvé de quoi nous nourrir pour quelques jours. » Aucune réponse ne me parvient. Je rejoins ma femme. Elle est toujours recroquevillée sur le canapé. Elle ne bouge plus. Son visage, si pâle d'habitude, a pris une teinte violacée. Elle ne respire plus. Elle a la bouche ouverte et les yeux fixes. Je comprends lorsque je la prends dans mes bras. Mourant de faim, Vanessa, pour essayer de calmer la douleur, a déchiré son blouson en peau de daim et en a mangé un morceau. Elle s'est étouffée en tentant de l'avaler pendant que j'étais à la chasse. Il ne me reste plus qu'à sortir dans la rue et attendre la balle fatale qui m'enverra retrouver ma femme dans un monde meilleur.